Je vais pas répéter forcément ce que Josiane a dit pour m'introduire. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait ma biographie. Donc voilà, je suis Mathis Perrard, gestionnaire du groupe stratégie chez Impacto-N. Je suis originaire du sud-ouest de la France, comme vous l'entendez, à mon accent. Euh, j'ai donc une maîtrise effectivement en marketing et vente que j'ai obtenue à l'université de Poitiers en France. Je suis chez Impacto-N depuis juin 2022. 2002, j'étais un peu jeune. Comment dire, je participe à des projets de lancement et d'accélération d'entreprises sociales et de coopératives, surtout dans le nord de l'Ontario. J'ai la chance d'avoir accompagné environ 60 entrepreneurs et entreprises sur cette dernière année et demie. Et donc, mes passions n'étaient pas complètes. Josiane, je les complète, mais c'est un très bon début ce qu'il y avait. Je rajouterai le sport, surtout le soccer, l'escalade, le cyclisme, un petit peu la course à pied, même si j'ai une petite douleur en ce moment qui m'empêche d'en faire. Et puis la géographie. Je suis passionné de géographie et le développement durable, évidemment. Donc voilà, j'aime m'assurer que les organisations et la société en général va dans le sens d'un développement soutenable euh, dans le temps. Alors, on va faire quelques définitions. D'abord, pour introduire le sujet, de quoi parle-t-on quand on parle d'entreprise sociale? J'aimerais, donc là, je vous invite à être bavard, à- à discuter avec moi un petit peu. Euh, Est-ce que vous savez ce qu'est une entreprise sociale? Êtes-vous capable de me donner une définition? Donc, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a envie d'ouvrir son micro et de donner une définition de ce qu'elle entend par entreprise sociale? Est-ce qu'on a une... Oui, Euh, je dirais c'est une entreprise dont les gérants ont à cœur d'avoir des pardon, j'ai perdu mes mots, d'avoir des retombées positives dans leur communauté, que ce soit local ou plus global, mais d'avoir vraiment, que ce soit du développement durable comme on l'entend généralement, ou en tout cas d'avoir un impact positif dans la communauté. d'accord. Donc, des retombées, les gérants ont à cœur d'avoir des retombées positives sur la communauté. Lanciné, allez-y. Désolé, je suis dans un endroit où je peux pas Pas de ouvrir souci. ma caméra. Ouais. Ben, moi, je dirais plus que la coopérative, ben, ça peut être quelque chose qui a été créé par un groupe de personnes dont la finalité est non seulement de répondre à un besoin, mais de se faire aussi un peu d'argent à la fin. Voilà. Donc, l'aspect pécunier entre en ligne de compte. Genre chercher des intérêts, quoi. Super. Et pécunier quand même, un petit peu. On a Nadia. Nadia, allez-y. Merci Oui, Lanciné, merci Claire. merci. Oui, donc je reprends un peu les mots de Gétro, mais pour aussi aller un peu plus dans la précision et puis nous, on travaille aussi en OBNL et nous avons à cœur de toujours euh, former, informer, outiller la société, le grand public, bien sûr aussi les professionnels, dépendamment des types d'OBNL et des publics cibles qu'elle vise. Mais oui, par exemple, au sein de la GIFO, nous visons plusieurs publics cibles, grand public et professionnels, et aussi communautaires. Nous avons à cœur de mettre au service de toutes ces communautés notre mission pour justement venir appuyer par de l'information, par de l'outillage, par des formations, etc. C'est un peu ça c'est comme ça que je pourrais définir une OBNL. Par contre, une coopérative, je ne connais pas la différence entre OBNL et une coopérative. Ça tombe bien, je vais essayer de l'énoncer le plus clairement possible. Merci beaucoup Nadia. Alors si personne d'autre n'a envie de lever la main, je remercie déjà les trois personnes qui l'ont fait. On a des super définitions.
honnêtement. Notamment la définition de coopérative, c'est une super définition des coopératives, on le verra tout à l'heure. Euh, on n'a pas encore un avis là, sur ce qu'est une entreprise sociale, euh, mais on va se rendre compte qu'il y a des passerelles entre tout ça. Et donc, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible qu'en fait, une entreprise sociale, c'est un terme qui regroupe différentes réalités avec différentes structures légales. C'est vraiment ça que je vais essayer de vous faire comprendre et que donc on peut avoir des entreprises sociales qui sont des coops, qui sont des OBNL et même qui sont d'autres choses. C'est simplement, il y a des petites spécificités qui permettent de dire, OK, ça c'est une OBNL, qui est une entreprise sociale, ça c'est une coop, qui est une entreprise sociale. Donc merci beaucoup pour votre participation. On va voir tout de suite la définition académique de ce qu'est une entreprise sociale. Alors, la définition que nous avons développée chez Impacto N est la suivante. Les entreprises sociales, entre parenthèses, entreprises d'impact, sont des entreprises qui vendent des biens et des services qui intègrent un objet social, culturel ou environnemental dans leur activité et qui réinvestissent la majorité de leurs bénéfices dans leur mission sociale. On retrouve évidemment là des choses dont vous avez parlé, on avait l'aspect culturel, développement durable, dont je pense Nadia a parlé. On avait euh, l'aspect pécunier, mais pas que, qui a également été évoqué. Et puis, on avait aussi les retombées positives dans la communauté. Donc, c'est l'objectif social, culturel, environnemental. OK, c'est intéressant. Et puis, la mission sociale, quelqu'un l'a évoqué aussi avec la redistribution des bénéfices. C'est intéressant. Est-ce qu'on a une autre définition pour nous donner une autre formulation, hein? Des fois, ça aide à reformuler. Oui, on en a une, et c'est la définition de la loi québécoise, qui est en fait la seule définition vraiment officielle au Canada. Et donc, la loi québécoise dit: l'entreprise de l'économie sociale a pour finalité de servir ses membres ou la collectivité, plutôt que de simplement engendrer des profits et viser le rendement financier. Elle a une autonomie de gestion par rapport à l'État et intègre dans ses statuts et ses pratiques un processus de décision démocratique, impliquant usagères et usagers, travailleuses et travailleurs. Elle défend la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition de ses surplus et des revenus, et fonde ses activités sur le principe de la participation, de la prise en charge, de la responsabilité individuelle et collective. Alors, c'est très intéressant et complémentaire avec ce que vous avez pu nous formuler auparavant. Euh, donc, on a effectivement toujours l'idée de servir sa communauté, servir ses membres, qui avait été évoquée. Et en revanche, on ajoute l'autonomie de gestion. Donc, c'est pas une structure gouvernementale, c'est pas une structure étatique, c'est une structure indépendante. Et on le verra plus tard, l'indépendance de cette structure l'aide à adresser des problématiques qui ne pourraient pas être adressées à l'échelle gouvernementale. Également, donc, on a un aspect démocratique. En effet, dans l'immense majorité des entreprises sociales, voire la totalité, on a une prise de décision démocratique à travers un conseil d'administration et éventuellement des membres qui sont appelés à voter et à prendre des décisions à des délais, on va dire, variés. Et donc, on a la répartition des surplus créés. Mais comme on le voit ici, on n'a pas de contrainte sur l'aspect à but lucratif ou à but non lucratif. On peut être une entreprise sociale tout en ayant un objectif de soutenabilité lucrative. On peut faire un petit peu de bénéfices, etc. L'idée étant de répartir une partie de ces bénéfices, voire la majorité dans le cadre de la définition d'impact ON, dans sa mission ou dans sa communauté. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ces deux premières définitions et vis-à-vis de ce qui avait été évoqué, euh, on va dire, dans nos échanges? Pas de questions sur ça? Parfait. Super. Alors, je suis content, ça veut dire que... Oh, Il y a peut-être Nadia, une question. oui, Nadia qui avait levé la main. Ok, Nadia.
Non, non, en fait, c'était ma main levée de tout à l'heure, donc je Ok, m'excuse. ok, pas de souci. Alors on continue, donc j'espère que vous avez bien compris la définition. On avance sur, en détail, qu'est-ce que c'est une entreprise sociale. Euh, ce graphique peut être un petit peu dur comme ça, mais je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu. Donc, on estime qu'il y a trois systèmes dans l'économie. On a l'économie privée, orientée vers les profits, le système public, euh, qui est donc planifié et peu orienté vers l'économie à proprement parler, les bénéfices purs. Et puis, on a un troisième système qui est plus horizontal entre les personnes, avec de l'entraide et des objectifs sociaux. Dans le détail, vous le voyez, plus on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne de vous, en fait. D'abord, on est à l'échelle du quartier, ensuite à l'échelle locale, ensuite à l'échelle régionale, voire nationale, et ensuite à l'échelle mondiale. Pour passer un petit peu à travers le tout, donc dans le premier système, vous avez les PM, les petites et micro-entreprises, qui sont vraiment très locales. Vous avez les petites et moyennes entreprises à l'échelle locale, vous avez les grandes entreprises à l'échelle nationale ou régionale, et puis vous avez les corporations multinationales, les firmes transnationales, à l'échelle mondiale, évidemment. Vous avez également une petite tranche sur l'économie informelle, et vous voyez, sous ma flèche, vous voyez que vous avez des coopératives, puisqu'on a des coopératives qui sont un peu plus orientées profit que d'autres. Mais vous verrez qu'on retrouve les coopératives de l'autre côté. Ensuite, bon, on a sur le service public, je ne vais pas vous détailler tous les niveaux de service public, vous les connaissez, vous avez affaire à eux régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est le troisième système, c'est le plus complexe, c'est le plus varié. Vous avez d'un côté l'économie familiale. Voilà, je rends un service, on me rend un service, on ne se doit pas d'argent, etc. Vous avez de l'autre côté toutes les organisations plutôt bénévoles. Donc à l'échelle locale, vous allez avoir des clubs, vous allez avoir des systèmes d'échange, puis vous allez avoir des organismes, des organisations de bienfaisance. Vous avez des syndicats, voilà, des organisations de bienfaisance internationales également, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, etc. Euh, et puis là, vous avez une partie de ces organisations bénévoles, plutôt les entreprises communautaires, plutôt les organisations bénévoles qui font du commerce, qui sont un début de l'entreprise sociale. Elles sont considérées comme des entreprises sociales euh, pour les raisons qu'on a vues dans la définition précédente. Et puis, vous avez les entreprises sociales aux différentes échelles, donc les entreprises communautaires, les entreprises sociales, les microcrédits, affaires sociales, mutuelles, et à l'échelle internationale, donc les entreprises de commerce équitable. Et comme vous le voyez, ce qui est considéré comme le cœur de ce qu'est une entreprise sociale, c'est une entreprise de l'économie communautaire, de l'économie sociale, qui a un impact local à l'échelle d'une petite région, d'un district. Euh, ça va pas être une, une très grande échelle. Ça va être vraiment régional, local, au-dessus du quartier, au niveau de la municipalité, voire de son agglomération. Ça, c'est le cœur de ce qu'est une entreprise sociale. Certaines sont plus grandes que ça, certaines sont plus petites que ça, mais vous voyez, cette grosse flèche verte indique le cœur de ce qu'est une entreprise sociale. Et donc là, on retrouve ensuite les coopératives, qui sont les entreprises sociales les plus orientées vers les profits quand même. Donc, parfois, il y a des coopératives qui sont à but non lucratif. Euh, Elles sont plutôt, celles-ci, donc, dans la partie économie sociale, donc dans le troisième système. Et puis, vous en avez d'autres qui sont voisines dans l'organisation, dans la gouvernance, dans le statut, mais qui sont à but lucratif. Et donc, celles-ci sont du côté privé, orientées vers les profits. Mais elles se rejoignent, c'est un fer à cheval, c'est un rond avec une continuité. Et, euh, et vous voyez qu'elles se font face l'une et l'autre. Elles sont la, les deux faces d'une même pièce. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Parfait. Est-ce que, J'espère que... Ouais. pardon, est-ce que les, les quarts, on va dire, ou les tiers du schéma peuvent s'entrecroiser informellement, ou est-ce que c'est toujours formel? Par exemple,
est-ce qu'une grande entreprise ou une petite entreprise peut être une entreprise sociale également, ou est-ce que ça devrait être comme une entreprise qui est affiliée, mais pas dans la même structure, si ça a du sens? Intéressant, c'est très intéressant. On va essayer de le développer aussi par la suite. Ok. J'essaierai de répondre en disant que là où je vois le plus, on peut chercher pendant des heures, hein, et se dire et chercher des exceptions qui sont un peu entre les deux. Comme on l'a vu là, les coopératives, euh, certaines sont vraiment, c'est difficile de les classer. Elles sont à la limite des deux traits de coopératives qu'on voit. Et puis également, vous savez, on a de plus en plus d'entreprises privées à mission de service public, notamment en Europe, suite à la privatisation de certaines anciennes entreprises de service public. Elles ont été remplacées, ou du moins ça reste les mêmes entreprises, mais avec différents fonctionnements. Donc ce sont des entreprises privées qui sont dans le premier système officiellement, dont les États sont actionnaires à 100% et qui ont une mission étatique. Donc c'est c'est un peu particulier. Donc on peut imaginer qu'elles sont, alors elles sont pas du tout dans l'économie informelle, hein. L'économie informelle, on pourrait la mettre plutôt au centre du tiers du premier système. Mais donc elles seraient plutôt entre le premier système et le deuxième système. Ça aussi, c'est à cheval. On a les coopératives qui sont à cheval entre le premier et le troisième. On a les entreprises privées à mission de service public qui sont à cheval entre le premier et le deuxième. Merci. Mais de rien. Merci pour la question. Donc, je passe sur ce graphique qui était compliqué de base, mais que vous avez toutes et tous bien compris. Donc, je suis content qu'on ait pu passer dessus. Euh, Donc, on continue hein, sur la découverte de ce qu'est une entreprise sociale, sur cette notion-là. Quand est-ce qu'elle est apparue? Elle est apparue dans les années 90, plutôt dans les pays anglo-saxons. L'accent avait été mis sur la mission sociale plutôt que sur le contrôle démocratique, euh, parce que on aurait envie de dire qu'il y avait des vrais engagements de certains côtés. On en parlera, on donnera des exemples. Et puis, on avait dans d'autres côtés des entrepreneurs individuels qui cherchaient le profit, qui disaient, bon, oui, regardez, on fait du social. Donc, ils se sont parfois un petit peu déclarés entreprises sociales sans remplir les conditions de la définition qu'on a vue auparavant. Donc, c'est pour ça que la notion de contrôle démocratique était peut-être moins prégnante dans ces entreprises, dans certaines de ces entreprises-là, attention, certaines, et donc, il n'y avait pas de structure qui était privilégiée. Elle peut être privée ou collective, et pour les entreprises qu'on va considérer, entre nous, entreprises sociales, ne sont pas celles qui se définissent elles-mêmes sans avoir vraiment ce contrôle démocratique-là. On va veiller à ce elles aient vraiment un engagement et un contrôle démocratique. On a beaucoup d'entreprises sociales au Canada. On a une économie sociale vraiment bien développée, une économie sociale et communautaire, de laquelle il faut prendre soin. Et on a l'ancien ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi en Ontario, donc Dr. Eric Hoskins, qui disait que, je vais vous laisser lire, les entreprises sociales de l'Ontario contribuent à bâtir un Ontario une économie ontarienne plus vibrante et diversifiée, avec plus d'opportunités pour les personnes venant de tous les parcours et ayant les grandes variétés de compétences. Ce sont des entreprises qui sont socially aware, donc conscientes de leur impact social et viables économiquement. Elles adressent un besoin social, environnemental ou culturel ou économique que les gouvernements, comme on l'a évoqué juste avant, ne pourraient pas résoudre tout seuls. Pourquoi? Parce que l'échelle d'impact d'un gouvernement, elle est trop publique, trop opérationnelle, trop politisée. Et donc, il y a certaines fois où, et puis il y aurait besoin de trop de monde pour coordonner, planifier tout ça. Alors des fois, c'est mieux de financer des entreprises sociales qui le font super bien, qui en plus de ça ont une autonomie financière et qui permettent de résoudre des problématiques il n'y a pas de savoir-faire institutionnel, étatique sur ces choses.
Alors, pourquoi je vous ai mis une très belle malle avec un très beau fond orange? Tout simplement parce que on va peut-être essayer de critiquer un peu ce terme d'entreprise sociale entre nous là. Est-ce que ce serait pas un terme un peu fourre-tout dans lequel voilà, on fait comme dans une malle, on prend un peu tout en boule, on les met, puis on tasse pour fermer la malle, on essaye de tout faire rentrer dedans. Vous avez l'image là en tête, d'où le fait qu'on ait des personnes qui essayaient de forcer un petit peu pour faire rentrer leur modèle économique dans le champ des entreprises sociales, mais est-ce que ce serait pas un petit peu fourre-tout? Bon, on va essayer de voir un petit peu les différentes structures qui pourraient s'agencer dans le terme d'entreprise sociale et sous quelles conditions ces différentes structures-là sont réellement des entreprises sociales pour devenir de plus en plus critique et être capable demain de dire, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit j'ai une entreprise sociale, vous lui direz non, non, ça c'est pas une entreprise sociale. Ou alors oui, oui, ça c'est une entreprise sociale. Donc, on va voir les 50 nuances d'entreprise sociale. Il n'y en a vraiment pas 50, hein, c'est une expression. J'emploie le terme OSBL et OBNL variablement, juste pour, volontairement, en fait, pour que vous compreniez bien qu'on parle de la même chose, en l'occurrence sur un OSBL et un OBNL. Une organisation sans but lucratif s'emploie à réaliser des objets autres que celui de retirer des bénéfices, n'a pas de capital action, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas d'action et ne peut pas distribuer les bénéfices à ses membres, administrateurs ou dirigeants. Elle doit utiliser les bénéfices, le cas échéant, exclusivement à des fins non lucratives et peut être soit une organisation caritative, soit une organisation non caritative. Ça, c'est la définition d'une OSBL. Donc, comme on l'a vu, elle fonctionne avec des membres, elle fonctionne avec une assemblée générale annuelle et elle fonctionne avec un conseil d'administration. Même si un organisme peut avoir un organisme à but non lucratif peut avoir des activités commerciales, les membres ne peuvent pas faire de gains financiers sur une base individuelle, ni d'ailleurs en fait collective dans une OBNL, euh, car les revenus générés éventuellement sont réinvestis dans la mission. Donc on est d'accord qu'un OBNL qui génère des revenus via une activité commerciale et qui les réinvestit dans sa mission, de par sa gestion démocratique, etc., est une entreprise sociale. Les OSBL ou OBNL, toujours, ne sont pas nécessairement des entreprises sociales pour autant. On a vu dans quel cas ils pouvaient en être une. Là, en l'occurrence, on voit que non, ce n'est pas nécessairement une entreprise sociale. Pour qu'un OBNL ou qu'un OSBL soit un organisme reconnu comme étant une entreprise sociale, il doit avoir une activité marchande, donc vendre des produits et des services sur le marché. Ça tombe bien, 58% des organismes de bienfaisance, donc, qui ne sont pas l'ensemble des OBNL, mais je n'avais pas la statistique sur l'ensemble des OBNL, l'étude d'Imagine Canada portait seulement sur les organismes de bienfaisance, ce qui inclut donc les fondations plus les œuvres de bienfaisance. 58% de ces organisations-là ont une forme d'activité rémunératrice. Lorsqu'elles ont des activités rémunératrices, ces organisations génèrent en moyenne 31% de leurs revenus totaux via cette activité rémunératrice, ce qui est quand même une très bonne source de financement et de stabilité financière pour une organisation. Donc, je vais vous faire, là, vous vous demandez pourquoi il y a un rond comme ça qui vient de s'afficher. Est-ce que c'est le drapeau du Japon avec les couleurs de l'AFO? C'est un rond, je vais vous faire un petit oignon en fait, c'est un rond qui représente l'ensemble des organisations sans but lucratif. À l'intérieur de celle-ci, on a le drapeau du Japon, mais fait par un daltonien. Bien, je suis daltonien, c'est moi qui l'ai fait. Nous avons les organisations d'intérêt public. Dans ces organisations d'intérêt public, nous avons les organisations caritatives et les organisations non caritatives. Donc on voit qu'il y a une variété d'OSBL et d'OBN. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être une entreprise sociale là-dedans. Donc vous avez les entreprises sociales qui viennent se greffer ici, et à l'intersection de ces ronds,
vous avez les OBNL ayant une activité marchande. Donc, elles sont à la fois des OSBL, des organisations d'intérêt public, donc c'est une sous-partie des OSBL, mais elles sont considérées comme étant des entreprises sociales. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce graphique? Euh, pour info, là, on clôture sur les OSBL, on va passer juste après aux coopératives. Est-ce que vous voudriez revenir sur un point concernant les OSBL? Oui, Nadia? Oui, là, pour ce graphique, ça commence à un peu être un peu flou pour moi. Ok. Le but, c'est vraiment de montrer l'intersection qui montre en fait que les OSBL peuvent être des entreprises sociales. Donc, c'est tout simplement, on a l'ensemble des OSBL, vraiment tous les types d'OSBL. À l'intérieur, vous avez un certain type d'OSBL qui sont reconnus selon certains critères par le gouvernement du Canada, en faisant en fait tout simplement des demandes, qui sont reconnues comme étant des organisations d'intérêt public. Peut-être que la FO est une organisation d'intérêt public. J'avoue que je ne le sais pas. Josiane et Jethro doivent le savoir mieux que moi. À l'intérieur de ces organisations d'intérêt public, vous avez deux types d'organisations d'intérêt public, organisations caritatives, organisations non caritatives. Toutes celles-là sont des OSBL dans tous les cas. Et là, vous avez les entreprises sociales, qui ne sont pas forcément des OSBL. On va voir juste après les coops et on va voir juste après les entreprises privées. Alors, dans quel cas les entreprises sociales sont des OSBL et dans quel cas les OSBL sont des entreprises sociales? C'est quand il s'agit d'une OSBL ou d'une OBNL, c'est le même mot, euh, il y a une activité marchande. C'est l'intersection entre OSBL et entreprise sociale, c'est la superposition des deux. Est-ce que c'est plus clair comme ça ou toujours pas? Oui, oui, parfaitement, oui, merci. Merci. Super, merci. Je suis content d'avoir réussi à reformuler ça. Ok, je pense que ça a été utile pour d'autres personnes. Alors, si la question a émergé, c'est qu'il y avait encore un flou. Je suis content de l'avoir éludé. Alors, on passe sur les coopératives. Donc, pour revenir au graphique d'avant, je ne l'ai pas fait à l'infini le graphique parce que vous le verrez après, il revient sous une autre forme. Mais les coopératives aussi peuvent être des entreprises sociales. Bon, là, les coopératives, c'est autre chose. C'est donc un type d'entreprise. Euh, la définition de l'Alliance coopérative internationale, c'est une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et leurs besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété de la dite entreprise est collective et au sein de laquelle le pouvoir est exercé de manière démocratique. Donc il y a à peu près, toutes les notions sont importantes. La coopérative, ce sont des personnes qui s'associent de manière volontaire, qui satisfont des aspirations et des besoins grâce à une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement, c'est-à-dire qu'on a donc des membres, un conseil d'administration, des réunions, des votes, etc. Il existe 6 types de coopératives. C'est pas essentiel de le retenir, moi je vous le donne comme ça. Donc on a des coopératives de travailleurs et travailleuses et de travailleurs actionnaires. Ce sont des travailleurs qui se mettent en commun et qui créent une coopérative pour acquérir des moyens de travail, pour, euh, par exemple, embaucher quelqu'un pour s'occuper du marketing, etc., etc. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on possède nos moyens de production. Des coopératives de consommateurs et consommatrices, là, ce sont des consommateurs et consommatrices qui se mettent en commun pour s'approvisionner. Des coopératives financières, ce sont des personnes qui mettent leur argent en commun pour s'offrir mutuellement des services financiers. C'est tout simplement une caisse solidaire, donc comme Desjardins, la Caisse Alliance dans le nord de l'Ontario, etc. Il en existe beaucoup d'autres.
Coopérative à partenaires multiples ou de solidarité, ça c'est souvent la coopérative la plus large au niveau légal. On peut retrouver vraiment donc une multitude de, de formes d'entreprises dans ces coopératives. Les coopératives de producteurs et productrices, donc ce sont des producteurs et des productrices, généralement de matières premières, donc généralement des agriculteurs par exemple, qui s'associent pour travailler leurs terres et puis faire la commercialisation en commun de leurs produits. Et puis les coopératives de commercialisation qui peuvent être des réseaux d'achat, des réseaux de vente, etc. Donc, ce qui est un peu intéressant, c'est que vous pourriez faire, OK, là, on a une coopérative de producteurs qui vont via une coopérative de commercialisation à une coopérative de travailleurs et travailleuses qui font la transformation et qui vendent via une coopérative de consommateurs et consommatrices donc à ces consommateurs-là. On peut avoir ça et c'est plus que logique, puisque ça fait écho à l'un des 7 principes coopératifs, qui est le 6e sur 7, coopération entre les coopératives. Donc les 7 principes qui régissent le fonctionnement des coopératives sont les suivants. L'adhésion à la coopérative, la membriété, j'achète ma membriété, donc elle est volontaire et elle est ouverte à tous, sauf spécificité, sauf si c'est explicité que la coopérative dessert telle communauté, etc. Mais bon, c'est très particulier. Généralement, on dit c'est ouvert à tous. Le pouvoir démocratique est exercé par les membres. Donc, les membres désignent un conseil d'administration. Le conseil d'administration gère l'année longue et de manière annuelle, il va y avoir des assemblées générales annuelles ou alors des assemblées générales exceptionnelles qui sont requises pour des cas exceptionnels. Et lors de ces assemblées générales annuelles, il y a des votes très importants qui sont effectués. Et les membres sont... C'est un membre, un vote. Ce n'est pas comme dans une entreprise privée où c'est au prorata des parts qui sont détenues. Là, j'ai beau avoir soutenu la coopérative de millions de dollars, j'ai le même vote que la personne qui a acheté sa membriété euh, au prix de la membriété réelle. Participation économique des membres, donc c'est le fait d'acheter la membriété, et ensuite on peut donner plus pour soutenir, comme je viens de le dire là. Autonomie et indépendance, comme vis-à-vis de l'État et d'autres institutions privées et publiques. Éducation, formation et information, ça c'était très intéressant, ça a été dit par Nadia, je pense. Former, informer, outiller, là, c'est exactement pareil, c'est répandre le mot en fait sur les coopératives. Et puis c'est éduquer et former pour s'assurer de l'employabilité des personnes aussi qui travaillent dans la coopérative. Coopération entre les coopératives, comme je le disais, hein, on peut avoir 4, même 5, enfin, on peut avoir tous les types de coopératives qui travaillent entre elles sur un seul et même produit, en fait. Ça arrive rarement, hein, mais ça peut être le cas. Et puis, engagement envers la communauté. La mission de la coopérative doit desservir la communauté. On passe sur les entreprises privées à mission ou vocation sociale. Alors, en l'occurrence, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on arrive sur le point peut-être le plus sensible, où on doit avoir l'esprit le plus critique. OK, les entreprises privées à mission ou vocation sociale, elles existent. Attention à s'assurer qu'elles ont une mission et une vocation sociale et comment dire, à avoir quelques gages là-dessus. Donc, il y a des entreprises privées qui sont sensibles aux problèmes sociaux et qui décident de transformer leurs pratiques en affaires pour faire partie de la solution. Il y a un continuum de modèles d'affaires qui existe et qui présente une variété de formes entrepreneuriales. Aux extrémités de ce continuum, on retrouve d'un côté les entreprises à but purement lucratif et de l'autre côté les organismes de bienfaisance qui ont un statut caritatif et qui sont dans l'opérationnel de cette mission caritative. On a tout un tas d'entreprises qui se retrouvent au centre de ce continuum-là
et qui mesurent leur succès en termes de bénéfices économiques, mais qui mesurent aussi leur impact social, environnemental, culturel, avec une variété de nuances, hein, entre les deux pôles qu'on a évoqués juste avant. Alors, si vous le voulez bien, on va faire un petit jeu. Euh, pour vous, par exemple, une coopérative, où est-ce que ça se situe dans ce continuum de modèles d'affaires-là, où d'un côté, on a l'aspect social, avec, comme je le disais, les organismes caritatifs, vraiment qui sont dans l'opérationnel et qui ont un statut d'organisme de bienfaisance, et de l'autre côté, on a l'objectif purement financier, avec des entreprises qui sont purement commerciales. Donc, par exemple, si je vous parle euh, d'une coopérative de restauration, c'est un restaurant coopératif. Où est-ce que vous le situeriez à peu près entre ces deux pôles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de m'indiquer un petit peu, de me dire top? Personne n'a envie de s'y risquer? Je comprends. Ok, bon. On va essayer de voir quelques petits exemples. On a une entreprise qui s'appelle Patagonia, qui est une entreprise privée qui est détenue, en fait, qui a créé une fondation récemment pour lutter contre le changement climatique. Donc, on a une mission sociale. Et cette entreprise et en fait, la propriété de l'entreprise a été transmise à la fondation qu'elle avait créée. Donc, la fondation détient 100% des parts de l'entreprise Patagonia, et donc tous les dividendes et tous les profits, tous les dividendes du moins, générés par l'entreprise Patagonia, certains peuvent être réinvestis dans la recherche, etc., mais tous les dividendes générés par l'entreprise Patagonia sont reversés à la fondation. Alors, moi, par exemple, cette entreprise-là, je la classerai à peu près ici. On est une entreprise qui a une vocation sociale, qui a une mission de responsabilité sociale des entreprises et qui est sincère dans son modèle d'affaires. Amazon, par exemple, qui ne se cache pas, n'a pas vraiment d'engagement à ce sujet-là, qui optimise vraiment ses recettes fiscales pour faire le plus de profit, etc., sera classé vraiment ici. Là, on aurait Impact ON qui est une organisation à but non lucratif, mais qui fait de la vente de services d'expertise conseil auprès des autres organisations à but non lucratif dans leur gestion, etc. Impact ON serait peut-être plutôt par là. On est sur des objectifs sociaux, puisque on a des objectifs envers la communauté, le développement économique de la communauté, euh, le bien-être des différentes communautés francophones, etc. Mais on fait de la vente de services dans le but d'atteindre ces objectifs-là. Alors, on va essayer de voir un petit peu la correction. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. J'ai peut-être classé Impact. Ouais, non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, comme vous le voyez, on a l'entreprise à gauche qui vise purement l'objectif financier, l'entreprise purement commerciale. On se décale un tout petit peu à droite, on a des entreprises qui décident de faire un petit peu de dons et qui remettent une portion de leurs recettes à des œuvres caritatives. Encore à droite, on a des entreprises qui s'engagent dans une démarche responsabilité sociétale des entreprises et qui sont des entreprises socialement responsables. Encore plus à droite, on a des entreprises à vocation sociale. C'est-à-dire que contrairement à une entreprise privée enfin, qui est commerciale, mais qui s'est engagée dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises, là, la vocation sociale était la base de l'entreprise. Elle a été créée pour la vocation sociale. Ensuite, vous avez les coopératives, mais là, les coopératives, on va en parler juste après. Vous voyez que ça peut se superposer
ces différentes choses-là. Comme tout à l'heure sur les 3 systèmes, on avait des choses qui se superposaient. Là, ça se superpose beaucoup. On a des coopératives. La coopérative, c'est presque le fil rouge. On a des coopératives qui vont tout à droite et des coopératives qui vont presque tout à gauche. On a à droite l'organisme sans but lucratif. Encore à droite, la division commerciale d'un organisme caritatif, qui est une entreprise sociale. Et tout à droite, l'aspect opérationnel de l'organisme caritatif, si les deux sont séparés d'un point de vue statut juridique. Et donc, qu'est-ce qu'une entreprise sociale? Selon la définition d'Impact OL, c'est absolument tout ce qui est caché en fait là. Tout ce qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est tout ce qui est au milieu. Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas mon schéma, hein, c'est tout, tout ça. Hop. Évidemment, certains voilà, feront des petites délimitations plutôt là, et certaines autres là, sans prendre tous les organismes à but non lucratif, et sans prendre les organisations caritatives qui sont assez spéciales, qui font de la vente de services vraiment juste pour soutenir leur aspect opérationnel. Et puis d'autres retireront les entreprises qui remettent une portion de leurs œuvres si la portion est pas assez élevée, par exemple. Mais globalement, on a un très beau champ d'action sur tout ce qui se situe là au milieu. Hop, bon, je vais effacer tout ça parce que ça commence à être illisible. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Pas de questions. Vous êtes encore en forme? Je vous ai pas perdu? Je vous ai pas endormi? Ok, j'ai quelques pouces, c'est cool. Super, merci beaucoup. Cool. Euh, alors, comme je le disais tout à l'heure, les entreprises à mission, les entreprises sociales, quand on est une entreprise, notamment une entreprise privée, on cherche à être critique, on cherche à les challenger. On y va. Alors, quelle mission? Pour vous diriger pour en savoir un peu plus, pour faire le tri, je vous propose d'utiliser les 17 objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable, tiens, je vais vous interroger. Qui les connaît? Qui est capable de me les introduire? Qui est capable de me raconter un peu l'histoire des objectifs de développement durable? Qui en est à l'origine? Euh, Quels sont les objectifs, etc. Personne? Ok, c'est pas grave. Ah, non, je vais m'en occuper tout seul si vous voulez. Donc, les objectifs de développement durable, ce sont des objectifs qui ont été définis par l'ONU dans le cadre de l'agenda 2030, qui faisait suite aux différentes COP, notamment la COP 21, et les agendas et les objectifs qui avaient été développés à l'époque. Donc, on a fixé des objectifs de développement durable qui sont au nombre de 17 et qui sont à coordonner enfin avec un objectif 2030. Il ne reste plus longtemps avant 2030. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à remplir tous les objectifs, mais en tout cas, ça a structuré tout l'écosystème de l'économie sociale. Donc, objectif numéro 1, pas de pauvreté. 2, faim zéro. 3, bonne santé et bien-être. 4, éducation de qualité. 5, égalité entre les sexes. 6, eau propre et assainissement. 7, énergie propre à un coût abordable. 8, travail décent et croissance économique. 9, industrie, innovation et infrastructure. 10, réduction des inégalités. 11, villes et communautés durables. 12, consommation, production responsable. 13, mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. 14, vie aquatique. 15, le pendant vie terrestre. 16, paix, justice et institutions efficaces. Et 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Euh, c'est hyper intéressant. On voit que globalement, n'importe qui peut dire, y compris cette formation peut s'inscrire dans, si je tire l'élastique très loin, je peux dire que quasiment tous les objectifs sont couverts. L'idée, c'est si on veut optimiser son impact, on ne peut pas agir sur tous les objectifs de développement durable.
on peut agir sur grand maximum 2-3. C'est ce que les gens disent. Bon, voilà. Parce que sinon, c'est juste, on est en train de faire une initiative et on essaye de la caler dans le plus grand nombre d'objectifs possible. Alors que quand on vise à répondre à un objectif, les actions qu'on crée répondent logiquement à maximum celui-là et un autre. Et comme je le disais, à peu près toutes les entreprises peuvent se targuer de répondre aux objectifs de développement durable de manière large en disant ben, je suis sur croissance économique, donc je réponds à l'objectif de développement durable numéro 8 et basta. Et là, vous vous lavez les mains et vous dites bon ben, moi aussi je suis dans les ODD. Bon, l'idée, c'est d'avoir, comme on le disait juste avant, la différence entre, pour revenir à avant, la différence entre une entreprise socialement responsable et une entreprise à vocation sociale, c'est que l'entreprise socialement responsable, elle va peut-être intégrer son activité enfin, une partie de son activité dans l'un de ces objectifs-là, alors que l'entreprise à vocation sociale, elle se lance pour répondre à un de ces objectifs-là. J'espère que c'est clair. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on va chercher à challenger les entreprises à mission, qui se disent à mission, etc. Et on va essayer de voir quelques petits sigles comme ça qui doivent attirer notre attention. On a, donc pour les entreprises privées qui ont des pratiques durables, tant du point de vue des êtres humains que du point de vue de la planète, etc. On a la certification B Corp, qui est certainement la certification la plus restrictive et la plus dur à avoir, je pense, euh, concernant beaucoup de produits, etc., beaucoup de produits agricoles notamment. Vous aurez donc cette certification B Corp. Je la retrouve sur énormément de produits, petite anecdote personnelle, je la retrouve sur énormément en ce moment de produits alimentaire. On la retrouve sur quelques bières et on la retrouve aussi beaucoup dans des compléments alimentaires pour le sport, etc. Donc voilà, pour info, je ne sais pas exactement pourquoi, mais certainement que les produits sont vérifiés, les filières sont auditées et que Bicorp certifie que leurs filières sont vertueuses. On a SEWF, Verified Social Enterprise, qui est aussi un statut là, qui vérifie qu'on est sur une entreprise sociale. Et By Social Canada est, on va dire, l'équivalent local. SEWF, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Et pourquoi je les ai mis là? Parce que Impact ON est certifié par les deux. Et puis, vous avez la norme ISO 9001, la norme ISO 9001 qui certifie également qu'on est sur une entreprise sociale qui a un cadre de gouvernance durable et qui a une mission à la fin, in fine. Voilà des petits sigles qui peuvent vous aider à vous y retrouver dans la nébuleuse des entreprises sociales. Est-ce qu'on y voit plus clair dans les entreprises sociales désormais? Est-ce qu'on est un peu plus à l'aise avec cette notion-là? Et est-ce que se sent apte maintenant à voir un petit peu les étapes de lancement d'une entreprise sociale? Maintenant que donc vous voyez ce que c'est, vous avez compris la notion. Pour vos différentes organisations, je me dis, ça serait peut-être intéressant de voir les étapes de lancement d'une entreprise sociale. Alors, on a quelqu'un qui s'appelle Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn et qui est de nos jours au conseil d'administration, ni plus ni moins que de Microsoft, de OpenAI, à l'origine de ChatGPT, donc l'entreprise dont tout le monde parle en ce moment, et Airbnb. Donc, on est quand même sur un monsieur qui, je pense, sait de quoi il parle et que je n'oserais critiquer, du moins sa citation. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion en chemin. Je vais quand même le critiquer. Je vais quand même critiquer cette citation-là. Je dirais que dans l'entrepreneuriat social, si vous pouviez vous jeter de la falaise avec les calculs faits sur le temps de chute,
avec les matériaux sourcés et achetés pour construire votre avion, avec des plans déjà construits, des maquettes déjà faites, voire des prototypes déjà faits, et puis avec le calcul du temps nécessaire pour construire l'avion et vérifier que c'est compatible et que vous n'allez pas vous écraser, alors ce serait mieux. Voilà. Donc je dirais oui, exactement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette dans une falaise et construit un avion en chemin, mais il ne construit pas son avion comme ça au hasard. Il a fait les plans, il a fait les calculs et il a fait tout l'approvisionnement nécessaire. Voilà. Si vous voulez vous jeter d'une falaise, faites tout ça en amont, s'il vous plaît. On va voir pourquoi il est nécessaire d'être vraiment, vraiment bien préparé avant de se lancer dans l'entreprise sociale. Vous connaissez FedEx, vous connaissez peut-être moins le fondateur de FedEx, qui s'appelle Fred Smith. Et le professeur Fred Smith, qui est le fondateur de FedEx, il a évalué son étude de faisabilité pour FedEx à l'époque, au moment où il la faisait, en lui donnant un D. D sur E, donc en gros 1 sur 5. C'est vraiment pas encourageant. On pourrait se dire, bon, bah, il a arrêté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé quand même, parce que ça a bien marché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a fait plusieurs itérations, il a retricoté son modèle d'affaires, il a retricoté sa cible, il a retricoté son offre, et après plusieurs itérations, Fred Smith, ce bon vieux Fred Smith, a lancé FedEx en 1973. Une autre entreprise que vous devriez pas connaître, celle-ci, hein, parce que pour le coup, elle n'a pas eu de succès. Trafo Data, si je vous dis que c'est l'ancêtre de Microsoft et que c'est Bill Gates qui a fondé cette entreprise-là, encore une fois dans les années 70, Bill Gates, il a créé un ordinateur super puissant pour mesurer l'achalandage dans certaines rues, vous savez, pour euh, calculer les besoins éventuellement en maintenance, déjà, pour le vendre aux mairies, mais surtout pour mettre des panneaux publicitaires dans ces rues-là et les évaluer au bon prix. L'idée a fait un flop total, peut-être qu'il était trop en avance, euh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc hyper utile, hyper intéressant, et je vous encourage à retenir ce que je vais dire. Il a réorienté ses ressources. Il s'est dit, OK, qu'est-ce que j'ai pour réussir? J'ai un ordinateur super puissant. Qu'est-ce que je peux faire avec cet ordinateur super puissant? Super puissant pour l'époque, évidemment, hein, et certainement moins puissant que celui que nous avons tous, même que notre téléphone. Euh, Qu'est-ce il a fait? Il s'est dit, eh bien, je vais réorienter mes ressources et je vais développer des logiciels avec. C'est comme ça que plusieurs années plus tard est né Microsoft. Alors, l'étape numéro 1, que je vous encourage à suivre, ça va être l'étape d'idéation. C'est la phase où on va définir le concept, l'intérêt que représente ce concept pour la collectivité et les enjeux auxquels le concept répond. Les points que vous devriez définir lors de cette phase d'idéation sont les missions de votre organisation, les objectifs sociaux, la valeur de votre organisation, les modes de gouvernance, le statut et la méthode de répartition des bénéfices, qui sont tous les trois interdépendants. Le statut que vous déposerez dépendra du mode de gouvernance que vous souhaitez et de la répartition des bénéfices que vous souhaitez. Les choses que vous devriez faire lors de cette étape-là, c'est d'identifier des opportunités locales et les partenaires qui peuvent vous aider. Réaliser une étude de faisabilité et réaliser une étude de marché. L'étape 2, c'est l'étape de pré-démarrage. Vous avez eu votre idée, vous avez identifié votre public, vous avez identifié les actions à venir, vous avez étudié la viabilité et la taille du marché. On peut passer au pré-démarrage, c'est-à-dire qu'on lance la création d'entreprise. Ce que vous devez faire, c'est rédiger un plan d'affaires pour la banque, etc., pour vos partenaires. Rechercher les financements des partenaires, des fournisseurs. Remplir et déposer les articles d'incorporation, rédiger les statuts de l'organisation, peu importe quel type d'organisation vous aurez choisi. On a vu que ce n'était pas ça le plus important. Inscrire votre organisation à toutes les organisations fiscales, la RC,
et les organisations de contrôle, les organisations de régulation du travail. Selon votre activité, vous devrez acheter des permis, louer des locaux, acheter des équipements, etc. Ensuite, vous devrez être prêt à démarrer l'activité opérationnelle de votre entreprise sociale. Donc là, ça y est, félicitations, vous avez créé votre entreprise sociale. Il faut désormais la lancer, pérenniser votre activité. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en œuvre son plan d'affaires à travers un plan d'action commercial. Vous allez, suite à la détermination de ce plan d'action commercial, chercher des clients, un public, éventuellement des subventions, gérer le positionnement marketing, gérer les risques, planifier le financement et la croissance. La planification de la croissance doit être en cohérence avec le plan d'action commercial, évidemment. Et là, ce que je vais vous dire, c'est il faut bien s'entourer. Vous n'êtes pas bon d'un point de vue commercial, très bien. Soit vous décidez d'internaliser la démarche commerciale, et soit vous vous formez, soit vous recrutez quelqu'un. Soit vous décidez d'externaliser, et donc vous faites appel à un prestataire. Étape 4, les opérations. Votre entreprise sociale, elle continue à croître. Vous devez gérer les opérations. Les choses que vous avez à faire, c'est gérer la comptabilité, les finances, la fiscalité, gérer tout simplement toutes les opérations, hein, mais la logistique, l'approvisionnement, la ressource humaine, la paye, la commercialisation des biens et des services. De même, donc là, je vous ai identifié 4 pôles à peu près. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un de ces pôles, ou plusieurs ou 4 pôles, pensez donc toujours à soit vous former, soit recruter quelqu'un, ça peut être quelqu'un à mi-temps, etc. Soit externaliser. Combien d'entreprises externalisent la comptabilité, la finance, la fiscalité? Combien d'entreprises externalisent la logistique? Combien d'entreprises externalisent les ressources humaines? La partie commerciale est certainement la moins externalisée. Et encore. Étape 5, réorientation. Votre entreprise sociale, elle ne croît plus et vous devez modifier votre cap. Là, c'est caricatural, ça se trouve, vous n'arriverez jamais à ce niveau-là, mais en prévision, je vous donne quelques conseils. Là, il s'agit de faire un audit. On mène un audit sur nos activités et sur ce qu'elles génèrent comme revenus, comme dépenses. Il faut analyser à nouveau le marché, donc on refait une étude de marché et on cherche à comprendre ce qui a changé depuis. On analyse les nouvelles opportunités de marché. On fait un audit sur les ressources internes, ressources matérielles, immatérielles, humaines, financières. On sélectionne les opportunités sur lesquelles on se positionne en fonction de l'audit et on ferme ou on réduit certaines activités internes qui n'étaient plus profitables, qui étaient vectrices d'externalités négatives en fonction de l'audit toujours. Donc, on ferme certaines choses, on récupère quelques ressources et on les réoriente sur une nouvelle chose. Je crois qu'au tout début, on avait déjà parlé de ça. Alors, je voudrais faire un petit sondage, là, comme ça. Donc, je pense que vous êtes plusieurs à être dans l'entrepreneuriat, dans les organisations à but non lucratif. Euh, Où est-ce que vous vous considérez par rapport à ce qu'on vient d'évoquer là? Dans quelle phase? À quelle échelle dans la frise? Est-ce que quelqu'un a envie de nous partager ça? Et par conséquent aussi de me laisser le temps de boire une petite gorgée. Je peux y aller. Bonjour, je m'appelle José Guinton, je suis au Calax francophone d'Ottawa. Nous sommes à la première phase, la phase d'idéation. Donc, on a fait déjà quelques exercices de remue-ménage pour essayer de trouver une idée qui va sortir du lot et voir, faire du pouce là-dessus pour la prochaine étape, pour faire l'analyse, puis les recherches et tout ça. Ok, donc là, vous essayez de trouver l'idée, l'idée géniale qui va vous aider. Hop, c'est une petite ampoule que je viens de dessiner, hein. Ouais. Ça se voit pas forcément. Non, je la reconnais. Je la reconnais bien. Bravo. Merci. Ok, on reviendra sur ça par la suite parce qu'on a un moment d'échange juste après.
Mais je vous demanderai de réfléchir à si vous avez des difficultés vis-à-vis de cette phase ou pas. Comme ça, vous pourrez nous le partager juste d'ici 2 slides à peu près. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent nous partager leur état d'avancement? Je sais qu'on a certaines personnes que je connais dans cet appel qui sont au niveau de la phase d'opération actuellement, qui sont en plein développement, etc., vis-à-vis de leur entreprise sociale. Personne d'autre? Je remercie José pour le partage. Et puis, je vous invite à garder en tête un petit peu, à réfléchir un petit peu à là où vous en êtes. Et éventuellement, on en rediscutera à la prochaine slide. Alors, là, je vais parler des caractéristiques du lancement. On peut avoir quelques différents cas. Vous avez le cas où votre OBNL est une entreprise sociale par essence. Au tout début du lancement, votre OBNL avait déjà une démarche commerciale et donc était par essence une entreprise sociale. Vous le découvrez que maintenant, mais vous l'avez toujours été. Très bien. Votre OBNL est établi et lance une entreprise sociale en parallèle. C'est-à-dire que voilà, une entreprise sociale est lancée à côté, comme ça, soit pour des raisons de ressources, des raisons fiscales, de gouvernance, de mandat. Tout le monde a des raisons différentes. Et donc l'entreprise sociale n'est pas lancée au sein de l'OBNL à la base. Soit votre OBNL est établi et lance son entreprise sociale en son sein. Donc on passe d'une OBNL qui était à l'époque classique. Et donc, en lançant une activité commerciale, elle reste une OBNL au niveau juridique, au niveau du statut, mais elle devient, elle a ce statut implicite, ce statut euh, impalpable d'entreprise sociale selon les définitions qu'on a évoquées juste avant. Elle est financièrement autonome et c'est tout, c'est ça. Alors, le lancement d'une entreprise sociale au sein d'une OBNL, puisque c'est là, on arrive comment dire, à la slide qui est vraiment, à la diapositive, qui est vraiment le cœur du sujet du jour. Euh, Vous lancez une entreprise sociale pour diversifier vos revenus. Ça, c'est vraiment un sujet qu'on tient à promouvoir, nous, chez Impact One. Voici les étapes que vous pouvez mener. On vous encourage à suivre un plan de diversification, à mettre en place un plan de diversification financière. Vous faites, comme on l'a dit avant, un état des lieux de vos activités, des ressources que vous avez. Vous menez un tas de diagnostics, d'évaluation. Vous détaillez vos besoins financiers. Vous détaillez les opportunités qui s'offrent à vous. Et vous pouvez mettre en place et vous pouvez faire effectuer des recommandations. Suite à ces recommandations-là, vous pouvez mener une étude de marché et une étude de faisabilité pour analyser, expérimenter et ajuster les opportunités que vous aviez détectées et les recommandations qui avaient été faites lors du plan de diversification financière. Ensuite, vous mettez en place une recherche de financement. Et enfin, une fois que c'est lancé, vous intégrez progressivement l'offre de service à votre organisation, à vos services. Et puis, une fois que on va dire, l'intégration est bien faite, vous êtes officiellement cette OBNL qui est une entreprise sociale. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même plusieurs documents vraiment pas faciles à mettre en place, qui sont le plan de diversification financière, l'étude de marché, l'étude de faisabilité. Idem aussi la gestion la gestion du changement dans l'intégration progressive à l'offre de services. Voilà, une chose qui est faisable, c'est que si jamais vous êtes intéressé par ça, vous êtes une OBNL, vous êtes intéressé par le lancement d'une entreprise sociale, vous m'envoyez un petit message, on en discute, parce que si vous avez besoin de conseils, etc., je suis à votre disposition sur les livrables précédents qui demandent une certaine expertise technique. Alors, on va écouter tout de suite le témoignage d'une entrepreneur, justement, que j'ai pu aider à travers des accompagnements. C'est le témoignage d'Ed Solis. Vous me dites si
si vous voyez toujours ma diapositive ou si vous voyez justement Etsolis, la vidéo. Oui, ça fonctionne. Super, il y a une solution pour tout. Bonjour, je suis Rachidata Sidibé, originaire de la Côte d'Ivoire. Je vis au Canada depuis 5 ans. Alors, le nom de mon organisme s'appelle Réseau Aide Solis. Ça contient 2 mots-clés, aider en solidarité. Nous sommes un organisme sans but lucratif. Pourquoi cela? Parce que cela s'allie bien avec notre mission et notre vision. Notre mission, c'est vraiment d'aider toutes les femmes, que ce soit ici au Canada ou en Afrique. Il faut déjà constituer l'idée. L'idée, elle est bonne, mais si elle ne répond pas aux besoins de la population, elle reste inutile. Ensuite, nous avons le plan, c'est-à-dire comment on quitte l'idée pour arriver à la réalité, pour essayer de savoir vraiment si cette idée concorde avec ce que nous vivons, monsieur, madame, tout le monde. Il faut faire une enquête, un sondage, pour identifier si vraiment cette idée correspond à un besoin. Ensuite, vous avez aussi l'aspect du financement. Nous, vraiment, c'est une toute petite équipe, hein. On a tous financé, il faut investir. Ne serait-ce que, même si c'est de 10 $, c'est quelque chose, c'est un début, mais il faut investir soi-même, il faut se consacrer, prouver que on tient vraiment à ce projet-là. Alors, l'autre étape est l'enregistrement, qui n'a pas été facile au début, mais nous avons eu, grâce à des ressources clés, des moyens pour essayer de faire enregistrer notre entreprise. Et c'est là que, après l'enregistrement, nous avons fait le lancement officiel. Oui, on a eu quelques petites difficultés au début parce qu'on ne savait vraiment pas trop où on allait. Et même si on avait une vision assez claire, la réalité est tout autre. Mais l'une des étapes qui nous a le plus vraiment fatigué, c'est plus au niveau de l'enregistrement, parce qu'il fallait vraiment comprendre les tests juridiques, et comprendre en fait ce que le gouvernement nous demandait et respecter cela. Mais ça s'est bien passé. Alors oui, nous avons eu la ressource. Impact ON est bien placé pour vous le dire, parce qu'ils nous ont vraiment appuyé du début du projet jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes très fiers de leur contribution. Et autre ressource que je pourrais ajouter, c'est votre entourage. Si vous connaissez des amis, de la famille qui sont dans des secteurs clés, qui peuvent être un support pour vous, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on n'a pas rechigné à le faire, donc pourquoi pas vous? Un dernier mot pour la fin, je vous souhaite bon vent. C'est vraiment pas facile, mais si vous tenez vraiment à votre entreprise et que vous aimez ce que vous faites, alors n'hésitez pas à vous lancer. Mais sachez vraiment sur quoi vous souhaitez vraiment vous engager. Parce que sans connaissance, on peut rien faire en somme. Bonne chance. Merci à Rachidata pour son témoignage. J'espère que ça vous a plu. Hop, je vérifie que... Non, vous êtes toujours... Ok, parfait. Vous êtes sur la même table que moi. Donc, merci beaucoup à Rachidata pour son témoignage. Je vois qu'il nous reste plus beaucoup de temps. On va un petit peu mélanger éventuellement la période de questions et la période d'interaction. Alors, je passe sur ça. On n'aura pas le temps de faire le quiz que j'avais prévu en option. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on mélange un petit peu la partie question et la partie interaction. Donc, c'est moi qui vais vous poser les premières questions. Si vous en avez d'autres par la suite, ça peut être très, très horizontal, très dans le partage. Josiane, Jétro, je vous laisse m'indiquer hein, quand on doit rendre l'antenne, comme si on était à la télé.
Mais qu'est-ce que vous a inspiré ce témoignage? Est-ce que ça vous a fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas forcément? Euh, Qu'est-ce qui vous a surpris éventuellement dans son témoignage? Et puis, dernière question que je pose là, comme ça, je le pose aussi à José par rapport à son intervention de tout à l'heure. Quelles sont les étapes, vous, par rapport à ce que je demandais à Rachidata tout à l'heure, quelles sont les étapes qui vous ont posé le plus de soucis éventuellement à la phase d'idéation? Donc, je pose tout ça en vrac, tout le monde peut répondre. C'est vraiment une phase de... Je peux même arrêter le partage d'écran en soi, on est vraiment à la phase d'interaction. Ben, attends, je peux-tu allumer? Est-ce qu'on enregistre encore? Ah oui, bon. Je peux allumer mon écran. Je vais y aller avec la question. Ce qui nous cause encore le plus de problèmes, c'est parce que le CALAX francophone d'Ottawa, c'est un centre qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles. Donc, on a un mandat euh, qui est très louable et tout ça. Par contre, c'est tellement difficile pour des individus ou des entreprises de s'associer à notre organisme pour des raisons qu'on ignore, mais c'est très, très difficile. Donc, on essaie de trouver une idée qui n'est pas du tout rattachée rapport à notre mission. C'est pour ça que nous, on est vraiment dans une entreprise sociale en parallèle. Donc, ce n'est pas de la D'accord. vente de nos services et tout ça, parce que ben, c'est pas ça qu'on veut. Puis c'est toujours ça la question qui est toujours difficile. Oui, mais comment? Notre idée doit être tellement géniale que les personnes vont faire fi qu'ils donnent au CALAX francophone d'Ottawa. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi notre défi, là. C'est un Parce que défi d'image. ben, personne ne veut s'associer à l'agression sexuelle. Okay? C'est un C'est- sujet qui est tabou. C'est le crime le crime haineux le plus violent et le plus secret et celui qui augmente le plus au Canada depuis les dernières années. Et autant que des mouvements, puis des campagnes de sensibilisation, puis les gens veulent s'engager, mais autant quand on veut donner à cette cause-là, euh, ça ne fonctionne pas. On a des défis incroyables. Puis on a fait des tests. Il y a une personne qui a fait la même activité de levée de fonds, la même chose pour deux causes différentes. Et elle a ramassé, je pense, c'est 350 plus de sous pour une autre cause autre que l'agression sexuelle. Donc, ça a démontré clairement que pour des raisons sociales, on a un défi en particulier. C'est ça notre défi qu'on essaie de... Ouais, ouais. Je l'ignorais, je suis vraiment enfin, je suis content de découvrir, je suis attristé d'en entendre, évidemment. Mais oui, effectivement, donc a priori, de ce que je comprends, il y a une problématique d'image rebutante pour les personnes qui souhaiteraient donner. Évidemment, j'ai pas de solution magique, mais ça rentre dans ce qu'on avait vu là dans les différences de statut pour ouvrir son entreprise sociale lorsqu'on est une organisation à but non lucratif. On a évoqué des raisons fiscales. Là, on est dans une raison d'image. Donc, Ouais. c'est très intéressant. Oui, parce qu'on a des Euh, donateurs qui ne veulent pas que leur nom soit public à ce point-là. alors qu'il participe à la lutte contre. Oui, absolument. Mais on le sait, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des agressions sexuelles partout. C'est partout, partout. Puis c'est mieux de ne pas en parler, essayer de régler le. C'est une question de culture, une question de la façon qu'on a été socialisé. Comme que je dis, les statistiques le démontrent, c'est le crime haineux qui est le plus secret, le plus tabou. Fait que nous, on est pris avec ça, même dans nos efforts de, bon, collecte de dons et tout ça, mais là qu'on veut transformer en entreprise sociale et pour la diversification
des revenus. Ça fait que c'est notre, notre plus gros casse-tête. Ok. Et dans le cadre de cette entreprise sociale-là, à quel modèle d'affaires vous avez réfléchi? Ben, on n'est même pas à cette étape-là. On est juste comme ben nous, tu sais, c'est comme quelque chose de complètement. On est vraiment à la base de dire, OK, ça doit être quelque chose qui est vraiment en parallèle, qui n'a aucun impact sur les ressources internes actuelles, parce qu'on ne suffit pas à la cause, là. Donc, il faut que ça soit mené de façon parallèle, aucun impact sur les employés ou les bénévoles actuels de l'OSBL, de l'organisme, puis que ça soit viable, dans ce sens-là. Donc, Ok. ouais. On va se contacter Ouais, c'est en- ça. Fait que je ne veux pas régler mon problème ici, là, mais Je- je réponds à ta question, là. Ouais, On non est mais vraiment à cette étape-là. Mais c'est un on défi va que discuter. moi j'ai fait beaucoup dans une autre carrière, mais c'est la première fois que je me bute à ce genre de défi-là. Ouais, donc, c'est assez Je vous mets mon préoccupant. adresse courriel dans le chat Parfait, et, merci. et je vous invite à m'envoyer un courriel. Juste, voilà, c'est José, c'est José du Calax. Et puis on prendra une discussion pour voir un petit peu, explorer un petit peu où on en est et qu'est-ce qui est envisageable. Parfait, merci. Merci à vous. Est-ce qu'on avait d'autres questions, d'autres témoignages à partager? Ok, je pense on est, euh, on est à la conclusion alors de cet atelier-là. Pile à 2h29. Josiane, je pense que je remercie euh, toutes les personnes qui ont participé. Et puis, voilà, c'était un pur plaisir de partager ce moment-là avec vous, de partager les connaissances que j'ai pu acquérir durant ces 2 ans chez Impacto-N. Et donc, voilà, de les proposer au plus grand nombre. Merci, merci Lydie pour votre message. Et puis voilà, merci à tout le monde. Oui, Et merci je redonne beaucoup. la main à Dorian. À Josiane, excusez-moi. Merci beaucoup, Mathis, pour cette présentation très enrichissante. Il y a des personnes qui sont parties un peu plus tôt pour d'autres obligations, mais qui aimeraient quand même avoir la présentation. On aura l'occasion de Ok. partager ça. Et puis, à toutes les personnes qui sont encore en ligne, merci beaucoup pour votre présence.